Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need, what you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need, what you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness.
Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo concernant les lectures que j'ai pu faire cette semaine. J'ai bien avancé dans mes lectures, j'ai pu lire tout ceci, ça a été assez productif. Il y a un peu de tout et il y a assez bien de livres parce que j'ai pris des livres assez fins, des livres grand format qui se lisent quand même assez vite, ce qui explique la quantité qu'il y a pour aujourd'hui. Alors, nous allons commencer avec ce livre. Grandir un peu de Julien Rampin, c'est aux éditions Charleston. Ça faisait un moment que j'en avais entendu parler, je l'avais vu pas mal passer sur les réseaux, on en disait beaucoup de bien. J'étais curieuse de découvrir de quoi ça parlait, je me suis lancée dedans sans vraiment lire la quatrième de couverture. Donc c'est un des livres qui est pas très long, il fait plus ou moins 250 pages, donc ça se lit vraiment bien, c'est très fluide. Et je l'ai lu quasiment d'une traite en une fin d'après-midi, une soirée. Ça a été lu, j'ai terminé d'un coup, donc j'ai bien apprécié cette lecture, évidemment, vu que je l'ai aussi terminé d'une traite. Donc dans cette histoire, on va suivre trois personnages. On a le personnage de Jeanne, on a le personnage de Raymond et le personnage de Lucas. Et ces trois personnages ont un parcours de vie qui a été assez compliqué parce qu'ils ont tous les trois été blessés par la vie d'une façon différente, bien évidemment. Mais voilà, ce sont des personnes qui ont été... on leur a fait du mal et ils essayent de retrouver un certain équilibre. On a le personnage d'abord de Jeanne, qui est une jeune femme de 35 ans, il me semble, qui décide du jour au lendemain de quitter son mari et sa vie qui lui semble tellement effacée, tellement triste, sans goût. Elle se sent vraiment pas bien dans cette vie avec son mari et elle a une révélation. Un jour, elle décide de prendre ses affaires et partir et voir où ses pas vont l'amener. Et elle va arriver chez Raymond, qui est une femme âgée, assez âgée, je pense qu'elle a plus de 80 ans, et c'est un personnage vraiment loufoque, vraiment particulier. Et cette Raymonde cherchait justement une dame de compagnie, et en échange, elle aura le gîte et le couvert. Donc ces deux personnages-là vont se rencontrer, c'est une rencontre assez étonnante étant donné qu'on a deux personnages au niveau du caractère qui sont complètement opposés. On a Jeanne qui est très timide, très introvertie, très effacée, très peu sûre d'elle. Et on a Raymonde qui est une femme qui a l'air de s'assumer complètement, qui dit ce qui lui passe par la tête, qui est franche, qui est bonne vivante. Donc on a un peu le choc de la rencontre de ces deux personnages dont on dirait que tout oppose. Et Raymonde en fait partage son espace, donc sa maison, sa fermette, avec son petit-fils qui s'appelle Lucas et qui est aussi un jeune homme assez hors du commun, on va dire. Je ne vais pas en dire plus là-dessus parce qu'il faut vraiment le découvrir au fil des pages. C'est un livre qui se découvre petit à petit. Et ces trois personnages vont donc partager des moments incroyables, des moments de vie très forts. Il y a une relation qui va se développer et qui va les lier vraiment très intensément. Mais évidemment, les instants de bonheur sont assez éphémères et la vie de ce fait va les rattraper. Donc c'est vraiment une très très belle histoire, j'ai beaucoup aimé, il y a beaucoup d'émotions, c'est fait avec beaucoup de douceur. On s'attache à ces trois personnages, c'est impossible de ne pas s'attacher à ces trois personnages. Ils sont tellement humains, ils sont tellement vrais, les caractères sont superbement bien travaillés au niveau de l'histoire et au fil des pages, on va vraiment partager leur vie avec leur haut, avec leur bas, avec les moments de bonheur, avec les moments de tristesse. Donc c'est vraiment un très beau livre, il y a aussi un très joli message d'espoir. J'ai vraiment beaucoup apprécié cette lecture. Alors, une autre lecture que j'ai découverte et que j'ai lue également d'une traite, c'est celui-ci. Donc, c'est Mémoire de la forêt, les souvenirs de Ferdinand Taupe, qui est un tout nouveau livre qui vient de sortir, qui est aux éditions L'École des loisirs, qui a été écrit par Michael Brun-Arnaud. Donc je l'avais vu passer et j'en avais entendu beaucoup de bien, mais j'étais pas certaine parce que ça avait l'air d'être un roman vraiment pour la jeunesse, mais des enfants assez jeunes. Donc
J'osais pas trop me lancer, mais finalement j'en ai entendu tellement de bien que j'étais curieuse et je me suis décidée à l'acheter et je l'ai lu en une après-midi. Donc j'ai vraiment apprécié cette lecture. C'est un très beau livre déjà. À l'avant, on a une carte pour se situer dans toute l'aventure de cette histoire. On a également au fil des pages des très jolies illustrations. Comme ceci, c'est écrit assez grand, hein, vous voyez, à ce niveau-là, la lecture est fluide, la lecture est assez rapide. C'est pour ça que j'ai pu le terminer aussi rapidement également. Encore une, voilà. La quatrième de couverture est comme ceci, c'est vraiment des très très beaux livres avec des petits rabats comme ça au niveau de la couverture. Alors, pour cette histoire, on est dans la forêt de Belle-Écorce et on a Archibald de Renard qui tient une librairie familiale où les animaux peuvent venir déposer leurs écrits, donc des choses qu'ils ont écrits eux-mêmes, ils viennent les déposer afin qu'ils soient achetés ensuite. Et un jour, il y a un mystérieux client qui va venir pour acheter un ouvrage dans la librairie. Et comme il y avait un peu de monde, à ce moment-là, Archibald encaisse l'achat, mais il ne fait pas vraiment attention à l'identité de la personne qui a acheté le livre en question, ni quel est le livre qui a été acheté exactement. Donc malheureusement, cet ouvrage est celui écrit il y a des années par un personnage qui s'appelle Ferdinand Taupe. Et Ferdinand Taupe, malheureusement, est atteint d'une maladie qui va cibler sa mémoire. Et il a désespérément besoin de ce livre parce que ça va lui permettre de retrouver tous ses souvenirs perdus. Donc grâce à une ancienne photo de sa vie passée, Archibald va accompagner Ferdinand dans sa quête et ils vont essayer de retracer le chemin des souvenirs de Ferdinand grâce à ces photos du passé. C'est vraiment une très très belle histoire, ça se lit tout seul. Je me suis vraiment laissée emmener au fil des pages en compagnie d'Archibald et Ferdinand. Le récit est plein de douceur, on aborde pourtant des thématiques assez sérieuses, assez difficiles, hein, étant donné qu'on traite de la perte de la mémoire et toutes les difficultés qui en découlent, aussi bien pour la personne qui est atteinte de cette maladie, mais aussi bien pour les proches de cette personne, parce que c'est pas facile non plus à vivre de ce point de vue-là. Mais il y a vraiment beaucoup d'amour, d'amitié, d'espoir aussi dans ce livre. C'est vraiment un bel ouvrage, c'est un enchantement à découvrir. Ici, c'est le tome 1, donc j'ai hâte de pouvoir découvrir le tome 2. J'espère que ce sera aussi bien, en tout cas avec celui-ci. Je me suis vraiment régalée et ça ne s'adresse pas uniquement aux enfants. Ça peut être pour les deux, donc les jeunes et les adultes vont également trouver leur compte dans cet ouvrage, j'en suis sûre. Une autre lecture que j'ai faite, c'est celle-ci, qui était ma lecture en cours, il me semble, de la semaine passée, dont je vous avais brièvement parlé, qui est Mort sur le Nil d'Agatha Christie aux éditions Le Livre de Poche. J'avais lu une centaine de pages, si je me rappelle bien. J'ai terminé, j'ai vraiment bien apprécié cette lecture. J'étais curieuse de pouvoir finir cette lecture pour pouvoir également découvrir le film qui vient de sortir et qui est disponible sur Disney+, notamment. Alors, on est dans une nouvelle enquête, une enquête qui va être menée par Hercule Poirot. Et on a ici une femme qui a tout dans la vie, donc elle a la beauté, elle a l'argent, elle a le succès et elle va décider de voler en fait le fiancé d'une de ses très proches amies. Évidemment, c'est une très mauvaise idée parce que cette femme qui s'appelle Lynette et son nouveau mari vont partir en voyage, hein. Ils vont faire une croisière sur le Nil dans le but de passer un moment en amoureux, évidemment, vu qu'ils sont jeunes mariés. Mais l'ex-fiancée qui a été éconduite ne compte pas rester à l'écart et elle va en fait décider de leur pourrir la vie. Elle va les suivre tout du long de leur déplacement et elle se retrouve également sur cette croisière sur le Nil. Donc il y a une ambiance assez difficile, c'est assez tendu.
La fiancée, l'ex-fiancée est conduite. Au début, elle se régale de ces petits moments où elle sent vraiment qu'elle exaspère le couple. Mais évidemment, l'ambiance est tellement électrique, elle est tellement tendue que ça va bien sûr dégénérer. Donc il va y avoir des meurtres, il y aura de la violence et Hercule Poirot va être sollicité étant donné que lui, il faisait aussi un petit voyage en Égypte, il s'est retrouvé sur cette croisière. Il a vu la situation arriver, il a senti que la situation allait dégénérer et du coup maintenant il va avoir du pain sur la planche pour retrouver ce qui s'est passé exactement. Ce fut à nouveau une très chouette lecture. Je sais pas, je pense que c'est le quatrième ou le cinquième Agatha Christie que je lis et j'apprécie toujours autant ces lectures. C'est une histoire vraiment machiavélique qui est très très bien menée. La fin m'a également aussi surprise. Je ne m'attendais pas à ce dénouement et les pages se tournent vraiment toutes seules, le rythme est soutenu. On ne s'ennuie pas dans le cours de cette lecture. C'est un livre qui était un peu plus épais que ceux que j'avais lus précédemment parce qu'ici on est à 340 pages, les autres ils tournaient autour de 200 généralement, mais franchement c'est très très bien fait, j'ai beaucoup aimé et ici on voit clairement que l'amour et la cupidité ne font pas bon ménage. Passons à celui-ci qui était aussi je crois une de mes lectures en cours de la semaine passée dont je vous avais un tout petit peu parlé. Qui est Galant, donc des éditions Lumen. C'est un très beau livre, je vous en avais peut-être déjà parlé. Il y a des illustrations dedans, il y a des pages noires avec les écrits en blanc. C'est vraiment magnifique au niveau du travail éditorial qui a été fait. Donc au niveau de l'histoire, je peux vous en parler un petit peu plus parce que je l'ai dévoré. On a Olivia Prior qui vit dans un orphelinat. Elle y a été déposée il y a des années quand elle était quasiment... bébé et c'est une petite fille assez particulière parce qu'elle ne peut pas parler donc de un mais c'est pas ça qui fait sa particularité. Elle en a une autre que je vais pas vous dévoiler pour que vous puissiez avoir la surprise parce que c'est important de les découvrir. Mais donc elle a un talent assez insolite on va dire et la seule chose qui lui reste de sa mère, c'est un carnet, un journal intime où sa mère a noté ses pensées et on voit clairement que les écrits, les pensées que sa mère note dans ce carnet commencent tout doucement à laisser passer un petit grain de folie. Et il y a également des dessins étranges dans ce carnet. Et Olivia passe vraiment ses journées quasiment à étudier ce carnet. Elle connaît les phrases que sa mère a écrites par cœur. Et il y a une phrase assez étrange qui ressort, c'est « Tu ne seras à l'abri tant que tu ne t'approcheras pas de Galant ». Donc Galant, Olivia ne sait pas du tout ce que c'est. Elle sait juste que sa mère lui conseille de ne pas s'en approcher. Et un jour, un courrier arrive à l'orphelinat en indiquant que son oncle la recherche depuis des années et lui demande de revenir dans sa famille. Donc Olivia va partir et le souci c'est que le lieu de résidence c'est un grand manoir dont le nom est Galant. Donc à peine arrivée sur place, elle va comprendre qu'il y a des choses qui clochent. Déjà l'accueil est assez mitigé parce que les gens qui s'occupent du manoir, du château, l'accueillent assez chaleureusement, mais elle a un cousin qui apparemment est le dernier descendant, enfin elle va l'être également, mais à la base c'était lui le dernier descendant de cette famille. Lui n'est pas du tout ravi de l'accueillir, il veut au contraire qu'elle s'en aille au plus vite. Donc elle est décidée à rester parce qu'elle veut vraiment découvrir ce qui est arrivé à sa mère, découvrir ce qu'est Galant. Elle constate qu'il y a des choses qui lui sont cachées, qu'il y a des choses vraiment mystérieuses, qu'il y a des choses étranges qui se passent surtout à la tombée de la nuit. Et donc elle va décider d'un petit peu plus fouiller et toute l'histoire tourne autour de la découverte qu'elle va faire. Alors j'ai beaucoup aimé cette lecture, hein. C'était vraiment très très chouette. Le livre est top, hein, je l'ai déjà dit, mais l'histoire aussi est super originale. Il y a un univers incroyable, mais il y a une part assez sombre qui est quand même présente. Il y a beaucoup de mystères qu'Olivia doit découvrir.
l'emprise du mal est aussi présente. Il y a aussi la thématique liée à la difficulté de ne pas céder à la tentation du mal. Donc quand on a un choix quasiment impossible qui est proposé, où il faut se décider à soit agir de manière juste, mais du coup être un peu lésé, ou aller se laisser aller vers des penchants plus égoïstes dans un sens. Donc il y a cet aspect qui est aussi travaillé, c'est vraiment une très belle découverte. Le livre est vraiment fluide, ça se lit bien, c'est vraiment une histoire super originale. Donc si vous êtes si vous appréciez les histoires plus terre à terre, j'ai envie de dire, ça va peut-être pas être une lecture spécialement pour vous parce qu'il y a un côté clairement surréaliste que moi j'ai beaucoup apprécié. Donc voilà, à voir si ce genre d'histoire peut vous intéresser. Un nouveau style, un autre style plutôt, c'est celui-ci, c'est Vindicta de Cédric Cyr. On est aux éditions HarperCollins Poche. C'était aussi ma lecture en cours, je l'ai fini. Celui-là, c'est quand même un beau pavé. Il a plus de 700 pages, il a 780 pages, il me semble. Donc ici, on est dans un thriller, c'est indiqué ici. On a une petite phrase de Franck Tillier qui indique une histoire à 100 à l'heure, un suspense addictif. Donc on est prévenu à ce niveau-là. Au niveau de l'histoire, on a 4 jeunes qui vont décider de braquer une bijouterie. À la base, le plan est simple et ça leur permettra de vivre tranquillement. À la base, c'était un braquage qui ne devait pas être violent, mais évidemment, le plan ne se passe pas comme prévu. Ça va même prendre un tournant dramatique et inattendu. Il y a donc quelque chose de très très grave qui va se passer. Je ne vous dis pas quoi, évidemment, pour pas vous spoiler l'histoire, mais suite à cet incident, il y a quelqu'un qui va vouloir se venger. Et ce quelqu'un, c'est pas un être humain banal, c'est pas un être humain normal, je vais dire. C'est plus un genre de monstre qui va vouloir se venger. Le seul témoin de cet incident dramatique, ça va être un policier, donc Olivier, qui va se retrouver lui aussi embarqué dans cette histoire. Je n'en dis pas plus parce que sinon je vais vous dévoiler trop d'informations concernant ce livre. Mais c'est vraiment un thriller très addictif, c'est vrai, c'est extrêmement prenant. Les chapitres s'enchaînent tout seuls, malgré le fait que c'est un pavé. Il y a ce petit côté de j'ai envie de continuer, de poursuivre la lecture jusqu'au bout pour comprendre ce qui se passe. C'était le premier livre que je découvre de Cédric Cyr. Et je suis vraiment contente de cette découverte. Par contre, il y a quand même de la violence qui est fort présente. Il y a aussi des scènes de torture. Donc si vous n'êtes pas fan de ce genre de scènes où il y a du sang et des boyaux, il vaut peut-être mieux ne pas se lancer là-dedans. Parce que voilà, il y a des scènes qui sont quand même assez trash, ça peut peut-être choquer aussi au niveau de la lecture. Pour ma part, j'ai apprécié ce style de livre et je découvrirai très probablement d'autres romans de cet auteur. Je ne sais pas s'ils sont tous comme ça, mais voilà, je suis curieuse de découvrir ce qu'il a pu écrire d'autre. On termine par celui-ci qui est Meurtre au manoir d'Archley de Sarah Rosette. C'est un livre qui m'avait été envoyé en service presse. C'est un style cozy mystery que j'ai pu découvrir également cette semaine. Il n'est pas super gros, il y a plus ou moins 300 pages, donc j'ai pu le découvrir tranquillement. Ça se lit bien, ça se lit assez vite, donc on est vraiment dans un style de cozy mystery où on va suivre le personnage d'Olive. On est en 1923, on est à Londres et Olive, ce personnage, a besoin d'un travail. Elle a une éducation aristocratique, mais elle a du mal à trouver un poste, à trouver un emploi et elle se retrouve un petit peu sans le sou malheureusement. Donc elle est un peu coincée par rapport à ça et elle va être invitée par une de ses cousines à venir chez eux, dans leur résidence. Et en fait, cette cousine l'a invitée chez elle parce qu'elle est inquiète pour sa sœur.
sa sœur qui s'appelle Violette et qui est en fait fiancée à un homme. Et cet homme apparemment il est un peu flou. Sa cousine ne le porte pas dans son cœur, elle sent qu'il y a quelque chose de bizarre et pour protéger sa sœur, elle demande à Olive de venir pour lui donner en premier lieu son avis concernant cet homme. Elles vont aussi évidemment décider d'un petit peu gratter. Elle hésite à engager un détective privé pour découvrir un petit peu le passé de ce nouveau fiancé qui s'appelle Alfred. Et étant donné que Olive, voilà, elle n'a pas de travail, elle a des difficultés financières, elle se dit, ben, je suis volontaire pour ce travail de détective, en tout cas de faire des premières recherches en premier lieu. Et si ça n'aboutit pas, ben, la famille pourra toujours faire appel à un vrai détective. Donc elle commence un petit peu à chercher et cet Alfred prévoit une grosse soirée, une fête dans le lieu de résidence de son parrain qui est un photographe artiste. Et donc Olive va être invitée évidemment, tout comme ses deux cousines, hein, Violette, la fiancée d'Alfred, et sa sœur. Il y a du beau monde qui va être invité à cette soirée. C'est festif, hein, il y a de la bonne humeur, il y a de l'ambiance et au cours de la soirée, Olive va être témoin d'une scène où on va voir Alfred sur un des balcons à l'étage qui va être poussé dans le vide par une femme blonde. Donc suite à ce meurtre, la police va arriver sur place, ils vont faire appel à Scotland Yard. La principale suspecte va être Violette, donc la cousine d'Olive. Olive, évidemment, elle est persuadée, en tout cas, elle est persuadée que sa cousine n'a rien fait. Et étant donné que la police n'a pas l'air de vouloir vraiment chercher d'autres pistes, elle va commencer sa petite enquête et continuer à gratter dans le passé, dans la vie du fiancé d'Alfred. Et elle va en découvrir des vertes et des pas mûres d'ailleurs. Donc voilà, cette petite histoire tourne autour de ça. J'ai bien apprécié cette lecture. Ça rappelle par pas mal d'éléments, en tout cas moi ça m'a rappelé Son espionne royale, dont ils sont juste ici derrière, ils sont tous rangés. Qui est une série Cozy Mystery que j'aime vraiment beaucoup. Il y a des parallèles hein, au niveau de l'époque avec le même personnage aussi féminin qui a des soucis d'argent et qui cherche un emploi et qui va se retrouver dans des situations où il y aura un meurtre, où il va y avoir un accident et elle va commencer à chercher, à essayer de dénouer toute l'affaire elle-même. Donc voilà, j'ai bien aimé me retrouver dans un style assez similaire. Au niveau de la lecture, c'est fluide, hein, on a des chapitres qui sont assez courts. C'est assez bien travaillé. À l'avant, on a même des... Hop. Donc le manoir en question où a lieu la fête et ensuite le meurtre, on a son plan. Donc ça, je trouve assez sympa pour pouvoir se retrouver, mieux pouvoir se situer ensuite dans l'histoire. C'est un livre qui est assez bien construit, c'est une histoire qui est assez fluide, c'est un bon Cozy Mystery, donc j'ai apprécié cette lecture dans l'ensemble. En ce qui concerne les lectures que je suis en train de faire, donc mes lectures en cours, il y a celui-ci qui est Alabama 1963. Je ne sais plus si je vous en avais déjà parlé, peut-être que je l'avais un petit peu commencé. Là, j'ai pu avancer, je suis quasiment à la moitié, je pense que je suis à 46% de lecture, quelque chose comme ça, où j'aime vraiment bien cette histoire. C'est une histoire qui se déroule en 1963 à Birmingham, où on a des petites filles noires qui disparaissent dans une ville. Les autorités évidemment ne s'en préoccupent pas beaucoup étant donné que ce sont des fillettes noires et on va malheureusement retrouver le corps d'une des fillettes enlevées, morte, et le père de cette fillette va demander à un détective privé blanc d'enquêter. C'est un détective privé particulier parce qu'il est alcoolique, il est raciste, mais bon, il va quand même accepter de mener l'enquête pour cette première petite victime. Et il va y avoir Adela, qui est une femme de ménage noire, qui elle est inquiète évidemment de cette situation.
parce qu'elle a des enfants. C'est une jeune veuve qui fait des ménages pour gagner sa vie. Et elle va un petit peu accompagner le détective privé dans ses enquêtes, dans cette enquête. Et voilà, là j'ai bien avancé dans l'histoire, j'aime vraiment bien. Je vais essayer de pouvoir le terminer aujourd'hui. C'est construit comme un roman policier. Ça se lit vraiment bien, donc j'espère pouvoir le terminer aujourd'hui. J'ai commencé celui-ci où je suis également plus ou moins à la moitié. Ça faisait un petit moment que j'avais envie de découvrir Liane Moriarty. J'en ai encore d'autres dans ma pile à lire qui attendent, dont je ne sais plus exactement les titres. Peut-être que je vais pouvoir... Alors, je pense que j'ai le secret du mari dans ma pile et quelque chose avec le chiffre 9, je ne sais plus. La couverture, il y a une piscine en couverture, bref. J'essaie de là qui attendent. Je me suis décidée pour commencer avec celui-ci. Il y a toujours le bandeau rouge qui est imprimé sur la couverture, donc impossible à enlever, qui gâche un petit peu cette couverture, mais bon, ça ne fait rien. J'ai lu la moitié et j'avais pas fait attention à ce bandeau. Enfin, je l'avais lu, mais je l'avais lu sans le lire, sans faire attention. Et je me suis rendu compte en lisant les premières pages que l'histoire me disait quelque chose. Et c'est logique vu que j'avais vu la première saison de la série qu'ils en ont faite. Donc voilà, pour l'instant c'est assez particulier parce que je découvre pas la lecture, je découvre pas l'histoire étant donné que j'ai vu la première saison de la série, mais j'ai vu seulement la première saison. Du coup, je sais pas quelle est la suite, je sais pas s'il y a déjà eu une seconde saison, mais du coup il y a une partie que je ne connaîtrais pas, donc que je pourrais découvrir. Et au niveau de cette lecture, j'aime bien. J'aime bien le style, l'histoire, elle est sympa. On va suivre des mamans qui sont assez différentes. Donc on a une jeune femme qui va arriver dans une ville avec son fils Ziggy. C'est une mère célibataire qui arrive, donc elle débarque, elle emménage dans une toute nouvelle vie pour elle avec son fils. Elle a inscrit son fils dans une école qui est apparemment très très bien cotée, qui a une très belle renommée. Et elle va arriver, elle va débarquer, elle va directement faire la connaissance de Madeline, qui est un personnage assez exubérant, assez sûr d'elle. Enfin, on dirait que tout dans la vie lui réussit. Donc elle a des enfants, elle a un mari. On apprend qu'elle a divorcé de son premier mari, mais que voilà, ça se passe plus ou moins bien dans l'ensemble. Hein. Ils ont des relations assez cordiales malgré tout. On a aussi un autre personnage qui s'appelle Céleste, qui est une femme, donc une maman de 2 jumeaux, qui elle a... sa relation conjugale avec son mari est extrêmement compliquée, extrêmement délicate. Donc on va en fait apprendre plein de choses sur la vie de ces femmes. Et le premier jour d'école, quand les enfants sont déposés, quand l'école se termine, les mamans viennent récupérer leurs enfants. Et là, il y a eu un incident. Donc apparemment, il y a une petite fille qui se plaint d'avoir été étranglée. En tout cas, il y a un enfant qui l'a attrapée au cou. Et quand on lui demande évidemment quel est l'enfant qui a fait cela, elle désigne l'enfant de cette nouvelle venue, de cette maman célibataire. Donc apparemment, c'est son fils Ziggy qui serait l'auteur de ce geste. Le souci, c'est que l'enfant nie avoir fait cela et sa maman va le soutenir. Donc ça va être une situation un peu délicate étant donné que d'un côté il y a la maman, donc Jane, qui soutient son fils parce qu'elle se dit que si c'est pas un menteur et que s'il a dit que c'était pas lui, il n'y avait pas de raison. Et la petite fille qui maintient que c'est bien son fils qui l'a agressée. Cette petite fille, elle a une maman bien sûr, et cette maman apparemment, elle n'est pas facile. C'est une femme d'affaires, c'est une femme qui se laisse pas faire et elle veut pas
elle n'a pas l'intention de laisser cette situation-là. Elle exige des excuses étant donné que Jane soutient son fils. Elle maintient qu'il n'a rien fait, donc il n'a pas à s'excuser. Et là, il y a une situation qui va se créer où les autres mères, les autres parents vont soit prendre parti pour l'un, soit pour l'une, soit prendre parti pour l'autre. Donc ça va amener une situation conflictuelle qui, à mon avis, va prendre des proportions assez importantes. Donc je vais découvrir l'autre moitié, poursuivre dans ma lecture et continuer à en apprendre un petit peu plus sur la vie de ces femmes. Dernière lecture, c'est celui-ci, donc Shades of Magic, des éditions Lumen également. C'est également la même personne qui a écrit celui-ci. J'ai découvert, je suis à la moitié plus ou moins et pour l'instant j'aime bien, j'apprécie cette lecture, le livre est très beau, c'est un livre qui est quand même 500 pages mais franchement ça se lit bien, c'est fluide. C'est une histoire où on a différents mondes et on va suivre le personnage de Kel qui est un magicien de sang et c'est un sorcier qui est en fait capable de voyager d'un monde à l'autre et c'est un talent vraiment très rare. C'est une des rares personnes apparemment qui est capable de se déplacer de cette façon. On a donc plusieurs mondes avec la ville de référence qui est Londres. On a le Londres gris qui est sans magie. On a le Londres rouge où là il y a la magie qui est présente. On a également le Londres blanc où les sortilèges sont vraiment très rares. Et donc c'est un monde qui est plein de violence en fait où les gens sont vraiment à la recherche des traces de magie et c'est la violence qui prime pour s'en emparer. Et enfin on a le dernier Londres qui est le Londres noir. Donc là c'est noir comme la mort parce que quand la magie est arrivée elle a dévoré tout ce qui s'y trouvait. Donc ça a obligé du coup les 3 autres mondes à couper complètement les ponts avec ce 4e monde. Depuis ce problème, depuis que c'est arrivé, il est vraiment interdit de ramener des objets, des artefacts des différents mondes parce que c'est un risque trop important et malgré tout, il a un petit côté collectionneur. Donc étant donné que lui a la possibilité de traverser, de voyager d'un monde à l'autre, il a cette habitude de justement ramener des choses dans le monde, dans le Londres gris. Donc il joue un peu avec le feu malgré les mises en garde qu'il a déjà eues. Et un jour, il va ramener une pierre noire qui est une pierre particulière. Il sent qu'il y a de la magie dans cette pierre et évidemment, il a déclenché quelque chose de catastrophique. J'en suis plus ou moins là. Donc je ne sais pas ce qui va se passer au niveau de cette pierre, à part qu'on sent qu'il y a clairement quelque chose qu'il n'aurait pas dû rapporter cette pierre. J'en suis arrivée ici, donc je vais continuer ma petite lecture pour pouvoir en apprendre davantage. Pour l'instant j'aime bien, l'histoire c'est pas que c'est complexe mais c'est quand même bien fourni avec tous les différents mondes. Il faut quand même bien arriver à comprendre comment chaque univers fonctionne, à comprendre aussi le personnage de Kel qui a la possibilité de traverser ces différents mondes. Donc pour l'instant je trouve que c'est assez bien fait. Il y a de la magie, il y a du danger. J'aime bien, donc je vais continuer et je vous en dirai plus sans doute la semaine prochaine parce que à mon avis d'ici là j'aurai bien terminé cette belle briquette. Voilà, c'est tout pour mes lectures de la semaine. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a peut-être donné des idées de lecture. Je vous souhaite un superbe week-end, un bon dimanche et je vous dis à très vite.